Que tu sois débutant ou amateur averti, tu fais toi aussi des erreurs quand t'imprimes. C'est normal. À vrai dire, on en fait tous. Heureusement, dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les erreurs les plus fréquentes. Celles qui te font perdre du temps, du filament et parfois ta patience. Le but, ça va être de te montrer comment les éviter pour enfin réussir tes impressions. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et recevoir tes propres modèles en maîtrisant l'impression 3D, eh bien on a développé une formation reconnue par l'État, certifiante et finançable jusqu'à 100%. Tu vas pouvoir la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné dans ton projet pas à pas par un expert. On a déjà plus de 450 avis positifs, donc si tout ça t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous. On va commencer par ce qui semble basique, mais que tout le monde oublie ou la flemme de le faire. J'avoue, ça m'arrive aussi. Si tu as un plateau sale, eh bien, faut savoir que tu doubles littéralement ton risque d'échec. Le risque, c'est d'avoir ta première couche qui n'accroche pas bien. Tu vas donc te retrouver avec un coin qui se décolle au bout de 20 minutes, voire pire, la pièce tout entière. Les premières couches en impression 3D sont décisives. C'est le moment critique. C'est l'équivalent de fondation d'une maison. Et un des facteurs de cet échec, c'est potentiellement la saleté de ton plateau. Des résidus de filaments fondus des impressions précédentes, de la poussière ou même des traces de graisse. C'est pourquoi il est recommandé de passer un coup de chiffon microfibre imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer tout ça. Ensuite, toutes les 10 impressions ou 50 heures de print, essaye de prendre 5 minutes pour faire un petit entretien de fond. Nettoie les axes en ajoutant du lubrifiant, vérifie la tension de tes courroies. Ces dernières doivent être tendues mais pas non plus rigides comme une corde de guitare. Tout ça, ça te permettra d'avoir plus de détails sur ton impression et d'éviter les à-coups et saccades. Pense aussi à checker ta buse si elle n'est pas noircie ou si cette dernière a accumulé des dépôts carbonisés. Auquel cas, soit tu la nettoies, soit t'en rachètes une. Bref, tout ça, même si ça peut pas être grave relou, ça te permet de garder ta machine dans le temps et de faire des impressions de qualité. C'est une erreur courante et pourtant souvent invisible jusqu'au moment où ta pièce se décolle, se déforme ou se casse carrément entre tes mains. Et pourtant, la température, c'est littéralement le cœur de l'impression 3D. Déjà, pourquoi c'est crucial? Eh bien, la chaleur, elle va en particulier jouer sur 3 choses. La première, ça va être l'adhésion de ta première couche. Je t'en parlais juste avant. C'est la fameuse fondation de ton impression. La deuxième, ça va être la fusion de tes couches. Est-ce que ces dernières sont bien soudées entre elles? Et enfin, ça aura un rôle décisif sur la finition de la surface. En bref, la qualité esthétique de ta pièce. En impression 3D, tu le verras, tout est une question d'équilibre. Si tu as une température qui est trop basse, eh bien, tu vas te retrouver avec une première couche qui va pas s'accrocher correctement à ton plateau, car ta matière n'est pas assez visqueuse. Tu vas aussi te retrouver avec une mauvaise fusion entre tes couches, donc ton impression, elle sera fragile et cassante. Et enfin, tu risques d'avoir des défauts sur l'apparence de ta pièce. Potentiellement, tu auras des zones avec des trous, car ta machine, elle n'aura pas pu sortir correctement de la matière. Voici un exemple avec une pièce en PLA qu'on a imprimée à basse température. On voit que la pièce a été mal extrudée. Au moment de l'impression, il y avait des petits bruits de claquement au niveau de l'extrudeur et au niveau de la surface, on voit que c'est un peu rugueux. À l'inverse ensuite, si la température elle est trop haute, bah là tu vas avoir d'autres galères. Ton filament, il va se mettre à baver car il sera trop liquide et tu auras donc du stringing entre tes zones. Ton impression, elle peut aussi s'effondrer sur elle-même avant que la matière ne se solidifie. Tu auras aussi du mal à obtenir des détails nets et tu pourras même te retrouver avec du warping sur tes créations. Voici encore une fois un exemple avec une pièce en PLA, mais cette fois-ci imprimée à haute température. On voit que la matière était trop liquide et que clairement notre pièce manque de détails. Alors, maintenant qu'on a vu le problème, comment trouver la bonne température? C'est la vraie question. Certains diront qu'il te suffit de regarder la plage que le constructeur indique sur sa bobine. C'est vrai, mais généralement c'est assez vague. Les mecs se mouillent pas trop. Moi, ce que je te conseille, c'est d'imprimer une tour de température. C'est cette petite pièce et cette dernière, elle va imprimer de la matière par palier de 5 degrés. Grâce à ça, tu pourras voir immédiatement quelle est la meilleure température pour ton filament et ainsi éviter toutes les galères qu'on a évoquées. Je te conseille vraiment de faire le test chez toi car il y a des tas de facteurs qui peuvent influencer la température parfaite et il est fort probable que tu n'aies pas exactement la même que celui de ton voisin. Mais je vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Je pourrais vous expliquer tout ça dans une future vidéo si vous le souhaitez.
Tu le sais, si t'es ici, il y a un truc qui fait rêver tous les printers. C'est la vitesse de leur impression. Tout le monde veut aller vite, très vite. Mais concrètement, comment tu dois choisir la vitesse maximale de ton impression pour éviter que ta création ressemble à ça? Eh bien, comme toujours, ça dépend de nombreux critères. Sinon, c'est pas marrant. Le premier, en toute logique, c'est tout simplement la capacité de ta machine. Pour te donner un ordre d'idée, le standard désormais pour une imprimante moderne, ça tourne autour des 500 mm secondes. Et d'ici peu, ça sera plutôt 1200 mm secondes. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant que tu dois imprimer à la vitesse max de ta machine. Le deuxième critère, ça va être le type de matière que tu souhaites imprimer. Des matières comme le PLA peuvent s'imprimer bien plus rapidement que des matières galères comme le TPU. Une matière qui est flexible et capricieuse. Troisième critère à garder en tête, ça va être la zone de la pièce que tu imprimes. Car oui, tu peux imprimer ta pièce à des vitesses différentes en fonction de sa zone. Tout ça, ça se paramètre dans ton slicer. Je te donne des exemples. Tout ce qui est support, remplissage, ta première couche, la coque, etc., etc. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de réduire la vitesse dès qu'on a une zone sensible. Donc, en particulier, la première couche, élément déterminant, ou encore les couches externes de ta pièce, celles qu'on va voir. Et à l'inverse, on va plutôt tenter d'accélérer sur des parties qu'on voit pas forcément, genre le remplissage interne ou les supports. Et enfin, le dernier point important à garder en tête quand on parle de vitesse, c'est le résultat que tu attends pour ton impression. Est-ce que tu as besoin d'une pièce solide avec des détails réussis? Dans ce cas-là, on l'imprime plutôt à faible vitesse, ou bien un simple prototype un peu grossier fera l'affaire, auquel cas on peut accélérer. En soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de toi et de ce que tu veux. Après, par convention et simplification, si on réalise une impression standard avec du PLA, on doit prendre la vitesse max de la machine divisée par 2. Donc, vous avez une machine qui va à 500 mm secondes. Bon, bah, vous paramétrez à 250 mm secondes. Mais évidemment, moi, ma recommandation, vous me voyez venir, c'est d'effectuer vos propres tests. Celle-là, c'est plutôt une erreur indirecte. Je t'explique. Créer une pièce, c'est pas juste lancer ta machine, comme beaucoup malheureusement pensent. C'est déjà à la base comprendre comment la forme que tu vas modéliser va réagir une fois sortie de ta machine. Car oui, l'orientation de ta pièce va jouer un rôle énorme. Ça va être la solidité de cette dernière, la précision dimensionnelle, la qualité de la surface et en même temps le temps d'impression. Je te prends un exemple concret sur la résistance mécanique. Ta pièce, tu l'as compris, elle est imprimée couche après couche, comme un millefeuille. Les couches, elles sont donc collées entre elles et le point faible de ton impression réside dans les liaisons de ces dernières. Pour illustrer ça, voici deux pièces identiques d'un porte-manteau. La seule différence, une est imprimée à la verticale et l'autre à l'horizontale. Et bien, si ma pièce de porte-manteau subit un effort vers le haut, les couches vont se décoller extrêmement facilement. Alors qu'en l'imprimant verticalement, les couches travaillent dans le sens de la traction de la pièce. Et ça fait qu'on a une pièce 10 fois plus solide. Autre point sous-côté, surtout chez les débutants qui commencent et qui se contentent d'imprimer des fichiers qu'ils trouvent à gauche à droite sur internet, c'est la tolérance. Car quand deux pièces doivent s'emboîter, tu es censé prévoir un petit espace entre elles. Ça, c'est ce qu'on appelle la tolérance. En général, elle tourne entre 0,1 et maximum 0,5 mm suivant ton imprimante et la matière que tu imprimes. Et si c'est pas le cas, tu as deux choses qui peuvent arriver. Si c'est trop serré, tu vas forcer, tu vas casser. Et si c'est trop large, ça va flotter et tu vas te retrouver avec une pièce lâche. Et ça, c'est clairement pas un bug de ton imprimante. C'est simplement que tu n'as pas pris en compte dans ta modélisation les tolérances, ou alors, à l'inverse, que tu as téléchargé une pièce avec, certes, une tolérance, mais dans ton slicer, tu as agrandi ou réduit l'ensemble de ta pièce. Et la tolérance de ta pièce a proportionnellement augmenté ou diminué avec. Et potentiellement, tu as un problème. Encore une fois, je te prends un exemple concret pour pas te perdre. Voici un tiroir qu'on a modélisé sur Fusion 360. On a bien pris en compte la tolérance de 0,2 mm. Une fois imprimé sur ma machine à échelle 1/1, pas de problème, vous le voyez, ça fonctionne, il y a du jeu mais pas trop. Mais si je prends le même modèle et que je l'augmente x3 dans mon slicer, ma tolérance de base qui était de 0,2 mm va passer à 0,6 mm. Et là clairement, notre tiroir, il est beaucoup trop lâche. Et pourtant, c'est le même fichier qu'on a imprimé. Bref, ce que je veux vous montrer par là, c'est que la modélisation 3D ainsi que l'orientation d'impression 3D de la pièce joue un rôle énorme. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans nos formations à l'impression 3D, on passe en fait la moitié du temps à faire de la modélisation 3D. Les deux sont vraiment indissociables.
On en parle souvent sur la chaîne, mais crois-moi, si tu ne comprends pas et tu ne maîtrises pas la gestion des supports, tu n'arriveras jamais à faire de belles impressions dès que ça devient un petit peu complexe. Les supports, tu le sais, c'est littéralement le squelette temporaire de ta pièce. C'est ce qui permet en fait d'imprimer les zones dans le vide, qu'on appelle les surplombs. Le problème, c'est que la plupart des gens font l'une de ces deux erreurs. Soit ils mettent des supports partout, soit ils en mettent beaucoup trop. Et dans les deux cas, c'est la cata. Comme toujours, en impression 3D, c'est une question d'équilibre. Si tu as trop de supports, tu vas te retrouver avec une pièce qui est marquée avec des dessous moches, bref, des sales traces de support. C'est relou, si tu veux espérer rattraper tout ça, tu es obligé de poncer. En plus, ça consomme plus de matière et évidemment, ton temps d'impression est augmenté. A l'inverse, si tu n'en as pas assez, ta pièce, elle risque de s'effondrer sur elle-même. On va dire qu'il existe 3 familles de supports. Je dirais qu'on a déjà les classiques, comme ici, ils sont solides, mais ils ont tendance à laisser des traces. Après, on a les arborescents, généralement plus fins et légers. Ils ont tendance à se retirer plus facilement et on va souvent les utiliser quand on imprime des figurines avec beaucoup de détails. Et enfin, la troisième famille, ça va être tout ce qui est support soluble, PVA, HIPS. Là, c'est super parce qu'ils vont en fait se dissoudre dans l'eau ou dans des produits spécifiques. Et ça va te permettre d'éviter toute marque de support. Par contre, le problème, c'est que ça te coûte cher et il te faut une machine à double extrusion. Donc là, c'est généralement réservé aux professionnels qui ont des besoins vraiment précis. Bref, une fois que tu choisis le type de support que tu utilises, il y a grosso modo 3 réglages sur lesquels tu peux jouer. La première, ça va être la densité de tes supports. Là, c'est recommandé de mettre entre 15 à 20%. Au-delà, tu vas simplement gaspiller de la matière. Et en dessous, tes supports peuvent être trop fragiles. Ensuite, tu as le fameux écart Z. C'est la distance entre ta pièce et le support. Là, c'est super logique. Si la distance, elle est trop petite, tes supports, ils vont très bien supporter. Mais le problème, c'est qu'ils risquent carrément de fusionner avec ta pièce. Et à l'inverse, si la distance est trop importante, certes, tu n'auras pas de marque de support, mais là, tes supports ne serviront à rien, étant donné qu'ils ne vont rien supporter. Généralement, on laisse entre 0,2 à 0,3 mm d'écart. Enfin, le dernier réglage clé, c'est l'angle du surplomb. Comprenez à partir de combien va falloir mettre des supports. Historiquement, il est recommandé de mettre des supports au-dessus de 45 degrés, mais encore une fois, tout dépend de ta machine qui évolue de plus en plus, de la matière que tu imprimes et de la vitesse que tu utilises. Ici, dans notre cas, je me suis permis de faire un torture test pour vous montrer jusqu'à combien de surplomb on pouvait aller. Après, évidemment, tu as plein d'autres techniques pour améliorer les supports. En soi, on pourrait faire une vidéo entière sur le sujet. On peut jouer sur la vitesse, l'orientation de la pièce dans le slicer, comme on l'a vu plus haut, ou encore le type de zone de contact sur la surface Z. C'est souvent une erreur sous-estimée. Le plastique, contrairement à ce qu'on croit, absorbe l'humidité de l'air. Et si tu fais fondre un filament humide, cette eau, elle va se transformer en vapeur dans ta bulle. Ça risque notamment de te provoquer une extrusion qui est irrégulière et tu peux avoir des petites bulles d'air qui vont se former. Et tout ça, ça risque de rendre ta surface plus mate, poreuse, voire carrément granuleuse. À la fin, in fine, ça va impacter la solidité structurelle de ta pièce. Après, rassure-toi, si ton filament il est humide, je t'assure, tu vas vite le remarquer. Déjà, tu vas entendre comme un crépitement pendant l'extrusion avec des petits pops dans la buse et tu verras sur ta surface, comme je l'ai dit, des petits trous ou des fils entre les zones. Rassure-toi aussi, toutes les matières ne sont pas aussi sensibles à l'humidité. Avec du PLA, tu risques pas grand chose. La preuve, nous dans notre atelier, la majorité des bobines sont à l'air libre. Par contre, là où il faut vraiment faire attention, c'est sur des matières comme le TPU ou encore pire le nylon ou tout ce qui est matière soluble. Là, vraiment, elles absorbent énormément l'humidité. Dans tous les cas, le mieux, c'est d'éviter de laisser des bobines ouvertes. Généralement, plus t'en as, plus tu les oublies, plus elles vont absorber l'humidité. Chez nous, dans l'atelier, ça va parce qu'on a quand même un assez bon roulement. Mais sinon, tu as plusieurs techniques pour tenter de réduire l'humidité. Tu peux par exemple stocker tes bobines dans des boîtes hermétiques, le genre de boîte que tu vas trouver chez Ikea, et tu as simplement ajouté des sachets de gel de silice que tu vas facilement trouver sur Amazon. Essaye aussi de garder ta réserve dans une pièce qui est sèche et tempérée. Donc oublie ton grenier ou ton garage tout humide. Et après, si vraiment tes filaments sont déjà humides, pas de panique, tu peux encore les sauver. Il existe des boîtes de séchage comme celle-ci, ça coûte entre 50 et 100 €. Et après, la majorité des systèmes multicouleurs modernes ont des options de séchage intégrées. Il y en a même qui utilisent la technique D, hors bobine dans un four, mais là, il faut vraiment faire gaffe en termes de précision de la température, parce que évidemment, si tu montes le four à une trop grosse température, là, tu vas carrément faire fondre tes bobines. Bon,
Là, c'est pas vraiment une erreur à proprement parler, mais c'est plutôt un conseil pour tous ceux qui débutent. On l'a tous fait, tu lances ton impression, tu te dis c'est bon, je laisse tourner, je verrai tout ça demain, et le lendemain matin, c'est la catastrophe. C'est spaghetti parti sur le plateau, pièces décollées, machine qui imprime dans le vide depuis des heures, voire pire, un gros blob de plastique fondu sur ta buse. Résultat, t'as perdu du temps, du filament, et parfois, t'as même endommagé ta machine. Mais pour moi, le vrai problème, il est ailleurs. Quand tu débutes, je te conseille de rester proche de ta machine. Pas pour la surveiller comme un débile, mais plutôt tenter de comprendre comment elle réagit. Tu vas ainsi vite apprendre et comprendre les erreurs que tu pourras ensuite anticiper car tu les as détectées et faire les corrections nécessaires dans ton slicer. Parce que évidemment, si tu arrives après la bataille, surtout si tu es débutant, c'est compliqué de comprendre ce qu'a foiré. En revanche, si tu es un peu plus avancé, pas besoin de rester collé à ton imprimante pendant 10 heures de suite. Simplement, je te conseille de rester aux côtés de cette dernière durant les premières couches. Encore une fois, les fameuses fondations, c'est le moment le plus crucial. Une fois que tu as passé cette étape critique, si tu n'as pas de problème, généralement, la suite devrait bien se dérouler. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer ou bien de te perfectionner dans l'impression 3D, eh bien je te rappelle qu'on propose une formation certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. L'objectif, il est clair, te rendre autonome dans tes projets. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, le lien est dans la description. Et moi je te dis à très vite.